À vous, mille merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, chère madame. C'est naturellement moi qui dois vous remercier de votre invitation dans ce cadre agréable et dans lequel on revit en quelque sorte. C'est ma première sortie, si je puis dire, post-confinement. Donc c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais essayer de partager avec vous mes réflexions, mes analyses, tout à fait hypothétiques, hein, j'insiste sur ce point, à propos de ce que l'on appelle le djihadisme dans le Sahel. Et je vous remercie également d'avoir cité cet ouvrage que j'ai rédigé avec Ibrahima Poudiougou et Giovanni Zanonetti, qui sont en effet deux jeunes chercheurs faisant du terrain sur le Mali, en toute amitié, mais avec d'ailleurs des points de vue différents. Et je vous encourage à lire leurs écrits qui sont disponibles. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les mentionner ultérieurement. À bien des égards, c'est eux qui devraient occuper ce pupitre plutôt que moi-même. Ils ont certainement une connaissance plus fine de la situation que je ne puis l'avoir. Mais enfin, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. Et d'emblée, je voudrais, mais rassurez-vous, je serai très bref sur ce point, introduire deux règles de méthode que j'essaye toujours d'observer quand je travaille en tant que chercheur en sciences sociales sur le fait religieux. Et le djihadisme, au moins en première analyse, on verra que c'est finalement peut-être plus compliqué que cela, peut être considéré comme un fait religieux. Et quand on travaille en tant que... Je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, parce que j'ai fait des études de sciences politiques. Aujourd'hui, je fais de la sociologie historique et comparée du politique, en m'appuyant beaucoup sur les travaux de mes historiens anthropologues, sociologues ou historiens. Et donc, ça n'est peut-être pas complètement pour rien que j'ai écrit l'illusion identitaire. Je ne sais pas exactement ce que je suis scientifiquement. Mais en tout cas, lorsque je travaille sur le religieux, j'essaye d'observer deux règles de méthode. La première, c'est d'éviter le piège de la surinterprétation religieuse, pour reprendre une expression du grand historien de l'Antiquité romaine, Paul Venn, dans un papier drôlissime d'ailleurs sur Pompéi, la villa des mystères de Pompéi. Mais un autre piège que nous devons éviter, c'est celui on pourrait dire, du matérialisme vulgaire, comme on le disait à la fin du XIXe siècle en Allemagne, qui persiste, qui a ramené le fait religieux à des intérêts économiques, politiques, d'aucuns diraient des intérêts de classe, à l'infrastructure, comme on disait jadis en mauvais marxiste, et à ne pas comprendre que dans la religion, il y a simultanément les logiques intrinsèques de la foi, et là je cite Max Weber, et puis d'autres enjeux. Et ces autres enjeux, ça ne veut pas dire que les croyants sont insincères ou timorés ou quoi que ce soit, mais c'est aussi un grand historien du mysticisme catholique du XVIe siècle, Michel de Certeau, qui disait qu'il était toujours impossible dans une pratique religieuse de savoir ce qui était religieux et ce qui n'était pas religieux. Donc nous devons nous faufiler entre ces deux écueils. Quand on travaille sur un phénomène au moins d'apparence ou d'énonciation religieuse comme le djihadisme, et éviter simultanément le piège de la surinterprétation et celui de la réduction matérialiste. Ça, c'est le petit préliminaire méthodologique pour que nous parlions bien de la même chose. Une deuxième remarque liminaire que je voudrais faire, c'est que, contrairement à ce que l'on croit souvent, et à ce que nous répètent ad nauseam ou à ce que nous suggèrent ad nauseam les médias, voire nos dirigeants politiques, la violence et notamment la guerre en Afrique est très largement déconnectée de la religion. La plupart, il y a une constatation, c'est qu'effectivement l'Afrique est ravagée par des guerres. Et il serait difficile d'ailleurs de les périodiser, parce que si on prend le Congo,
On peut parler d'une guerre de 200 ans, d'une certaine manière, puisque les historiens nous ont montré que cette région était en proie à des conflits, à la violence esclavagiste, etc. On peut naturellement parler de la guerre de conquête coloniale. Et puis ensuite, il y a eu toutes les rébellions, toutes les... Bon. Donc, le phénomène de la guerre participe de l'historicité contemporaine et plus ancienne de l'Afrique. Pour autant, je n'en aurais pas du tout la vision que l'on en a souvent, une espèce de continent habité par des États faibles. C'est un autre débat, mais je ne m'inscris pas du tout dans cette ligne d'analyse. Mais l'Afrique est en guerre. Mais le fait saillant, c'est que la religion est absente de ces guerres. Prenez par exemple l'épouvantable génocide des Tutsis au Rwanda dont on a reparlé ces derniers temps. Le fait religieux est absent, où il est tout à fait marginal. Bon, il y a effectivement la compromission de l'Église catholique dans un régime de parti unique, celui du président Abiyarimana. L'archevêque de Kigali était membre du bureau politique, mais ça c'est un fait politique, c'est pas un fait religieux. Les Tutsis et les Hutus, quelles que soient leurs orientations politiques respectives, étaient à 99,9% catholiques. Une autre dimension religieuse, mais tout à fait secondaire, du génocide des Tutsis et des violences qui l'ont précédé au moins depuis de 1990 à 1994, ça a été la conversion d'un certain nombre de Rwandais à l'islam, parce que l'islam précisément s'inscrivait au-delà de la division politico-ethnique Hutu-Tutsi. Et puis également, pas mal de catholiques rwandais se sont convertis au pentecôtisme ou à un christianisme charismatique, évangélique, pour quitter une église qui avait fauté pendant toute cette période de violence. Donc je ne veux pas dire que le religieux était complètement absent des événements du Rwanda, mais il est tout à fait secondaire par rapport à une violence qui était fondamentalement politique et qui nous renvoie à d'autres débats. Si on prend un autre événement, un autre événement récent qui a défrayé la chronique politique africaine ces derniers temps, la mort d'Idriss Déby, qui nous rappelle que le Tchad est en guerre au moins depuis les années 1960, mais peut-on considérer que l'occupation coloniale était un régime de paix? Doit-on oublier le mahdisme à la fin du XIXe siècle? Donc le Tchad est effectivement en guerre depuis sans doute 1 ou 2 siècles. Or, le Tchad, qui comporte environ 55-60% de Tchadiens, de musulmans, vous vérifierez les chiffres, et la soustraction est facile à faire de chrétiens. La violence politique au Tchad est complètement déconnectée des appartenances religieuses. Et d'ailleurs, Déby, le président Déby, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, est mort par des balles tirées par des combattants musulmans. Les chrétiens n'ont rien à faire dans cette histoire. Et les autorités religieuses, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, ont été extrêmement prudentes dans l'accompagnement du coup d'État constitutionnel qui a suivi la mort du président Déby. Donc là, on a un pays de pluralisme religieux, en guerre, en violence politique, mais cette violence est complètement déconnectée du religieux. Et je crois qu'il est bon de le rappeler au moment où nous devons nous interroger sur un phénomène, le djihadisme, qui a toutes les apparences d'un phénomène de violence politique et religieuse, mais en gardant quand même à l'esprit l'intégralité du tableau. Et peut-être que si nous gardons à l'esprit l'intégralité du tableau, nous verrons que certains de ces détails, ce qui se passe dans le Sahel central, entre, on va dire, le Mali et le nord du Nigeria, eh bien, ne contredit pas forcément cette image générale. Alors, allez-vous me dire, quand même, la République centrafricaine, on a beaucoup parlé de violences religieuses entre musulmans et chrétiens. Non,
les autorités religieuses des deux confessions se sont inscrites contre le déchaînement de la violence. La violence attribuée à la Séléka dite musulmane est en réalité en grande partie une violence entre peuls. Les Peuls, on va dire canal historique, venus du Nigeria et du Cameroun à l'époque coloniale pour profiter des pâturages de la Centrafrique, et les Peuls venus à partir des années 80, grosso modo, du Tchad, et qui se sont combattus, tous musulmans qu'ils soient les uns et les autres, pour contrôler cette ressource pastorale de la Centrafrique. Et il est vrai que le mouvement anti-Balaka est en partie composé de croyants pentecôtistes, proches de l'ancien président qui lui-même s'est converti au pentecôtisme, mais là aussi nous sommes dans un montage qui est essentiellement politique, tout comme celui de la guerre civile en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Donc il nous reste un noyau dur, celui qui nous rejoint, qui nous réunit ce soir, qui est celui du djihadisme. Mais avant de s'en emparer, ce mouvement djihadiste que l'on voit non seulement au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, mais que l'on voit également dans d'autres parties du continent, en Somalie, au Kenya, dans le sud de la Tanzanie, dans le nord du Mozambique. Vous avez tous à l'esprit l'attaque spectaculaire de la ville de Palma il y a quelques semaines, et que l'on voit même dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc ce djihadisme, nous devons le comprendre, mais en gardant à l'esprit cette évidence, c'est que l'Afrique subsaharienne, Sahel compris, est une terre de pluralisme religieux, et, pour reprendre l'expression de mon collègue Yvan Drault, qui a exercé en partie, qui a exercé son métier en partie à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel, une terre de butinage religieux, où les gens changent assez aisément d'appartenance religieuse et peuvent conjuguer des appartenances ou des croyances religieuses que nous considérerions comme hétéroclites. Bon. Donc nous sommes, j'hésite à utiliser le terme, mais pour aller vite, nous sommes dans un continent, ouais, décidément je n'aime pas ce terme, mais enfin bon, de relativisme religieux ou de prudence religieuse, qui fait que l'Afrique subsaharienne est passée d'un monde d'empire à un monde d'États-nations, et il faut écrire empire au pluriel, à la fois les grands empires historiques, mais également les empires coloniaux, et passer d'un monde d'empire à un monde d'États-nations sans se rabattre sur des définitions ethno-confessionnelles de la citoyenneté. Et là, vous avez un très grand contraste avec le monde post-ottoman, qui, des Balkans à la Mésopotamie, en passant par la Palestine, a basculé d'un monde d'empire, celui de l'Empire ottoman, ou celui de l'Empire austro-hongrois, à des États-nations dont la nationalité est définie sur un mode ethno-confessionnel ou ethno-religieux. Et les événements qui nous occupent aujourd'hui en Palestine sont une pure illustration de cette définition, de cette orientation religieuse ou politico-religieuse de la citoyenneté. Rien de tout cela en Afrique subsaharienne, et les situations djihadistes que nous allons maintenant considérer ne contredisent pas, me semble-t-il, mon propos. Je voudrais maintenant partager avec vous 3 points. Le premier point, c'est que le discours religieux ne doit jamais être pris au pied de la lettre, pas plus en Afrique qu'ailleurs. Et vous pouvez faire dire à Dieu, ou à ce que vous pensez être Dieu, tout et le contraire de tout sur un plan politique. J'en prendrai un autre exemple africain. Les Blancs d'Afrique du Sud, notamment les Afrikaners, ont justifié l'apartheid pendant 2 siècles au nom de leur lecture de la Bible. Et puis en 1990, pour des raisons qui évidemment n'avaient strictement rien de religieux, mais pour des raisons politiques, parce que le rapport de force n'était plus à leur avantage, je dis, oulala, on avait mal lu la Bible nous ordonne de considérer nos frères, les Noirs, comme nos frères. Bon, très bien. Donc vous pouvez faire dire à la Bible tout et le contraire de tout, politiquement j'entends.
hein. Je ne parle pas des logiques intrinsèques de la foi, encore que tous les croyants, bien entendu, même religieusement, ne sont pas d'accord sur l'interprétation des textes sacrés dont ils se réclament en commun. Donc ce qui compte, ce sont les pratiques. Et cela, Paul Venn l'a aussi très très bien dit, nous rationalisons religieusement nos pratiques. Vous pouvez être musulman et polygame ou pas polygame, vous pouvez être musulman hétérosexuel ou homosexuel, vous pouvez être musulman respectant le ramadan ou ne le respectant pas, et vous pouvez être musulman mangeant du porc, buvant de l'alcool, portant le voile ou pas. Et personnellement, quand j'ai des amis musulmans qui viennent manger à la maison, je dois toujours faire un effort de mémoire pour savoir si ils mangent du porc ou non, etc. Bon, je vois mes collègues qui sont familiers d'autres terres musulmanes opiner du chef. C'est ce qui me permet de dire parfois que l'islam n'existe pas. Moi, je n'ai jamais rencontré d'islam, j'ai rencontré des musulmans, et les musulmans, généralement, ne sont pas d'accord entre eux, ni politiquement, ni religieusement, ni diététiquement. Bon. Donc, ce qui compte, ce sont les pratiques. Les mots religieux sont polysémiques, comme on dit dans le jargon des sciences sociales. Ils peuvent revêtir des sens différents. Et tel est précisément le cas du mot qui fâche, djihad. Djihad, ça veut dire l'effort. Et fondamentalement, c'est d'abord l'effort que le croyant, voire la guerre, puisque la guerre est un effort, livre contre lui-même pour devenir un meilleur croyant. Et c'est ainsi, par exemple, que Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides au Sénégal, parle du djihad de l'âme et se réclame de la tarbiya, c'est-à-dire de l'élévation spirituelle, et a toujours récusé la prise des armes, fût-ce contre les infidèles qui occupaient son pays. Et si on observe précisément la lignée des Mbaké dans laquelle s'inscrit Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un lignage de lettrés musulmans, de chers, de marabouts, comme on dit au Sénégal, mais cela n'a rien de péjoratif, qui s'est wolofisé, si je puis dire, à partir du XVIIIe siècle, et qui a mené son œuvre de prédication, un lignage lettré, très, très, très savant. Cheikh Ahmadou Bamba était lui-même un esprit de très très haute volée, et les Mbaké se tenaient toujours, ils étaient itinérants, c'est des prédicateurs itinérants, et ils installaient toujours leur campement à bonne distance de la capitale du roi qu'ils venaient visiter et dont ils venaient éduquer et élever spirituellement les sujets. Pour bien marquer cette distance entre la parole de Dieu et les turpitudes du pouvoir politique. Et vous avez là un fondement inscrit dans le djihad de l'âme de ce qui deviendra la laïcité contemporaine, qui certes doit sans doute beaucoup à l'influence du modèle français, encore que les Français, au moment même où ils séparaient les cultes de l'État en métropole, nouaient une alliance et un compromis stratégique avec les confréries musulmanes au Sénégal, comprenne qui pourra. Mais bon, donc on a une forme de laïcité au Sénégal qui repose à la fois sur l'appropriation du modèle colonial français et sur une histoire de beaucoup plus longue durée, qui est une histoire de djihad, le djihad de l'âme, qui se tient à distance des turpitudes de l'épée et du pouvoir politique, et éventuellement de l'alcool, dont les guerriers des rois wolofs étaient de grands consommateurs. Le djihad de l'âme, c'était également, et ça c'est très important de le garder à l'esprit pour la suite de mon propos, c'était également la condamnation
de la mise en captivité de musulmans par ces rois wolofs impies. Alors, ne faisons pas d'anachronisme ni de contresens. L'islam n'est pas anti-esclavagiste. L'islam, en revanche, l'islam, vous comprenez ce que je veux dire et tous les guillemets que je mets, parce qu'on peut très bien considérer que l'islam est anti-esclavagiste, et on peut avoir une lecture anti-esclavagiste de l'islam, mais je veux dire que les acteurs musulmans de l'époque, sans anachronisme, ne condamnaient pas l'esclavage en tant que tel, mais condamnaient férocement la captivité, la mise en captivité de musulmans. Et ça, c'est le fondement de bien des djihads, à commencer par celui d'Ousmane Dan Fodio, que nous retrouverons ultérieurement, qui était, au début du XIXe siècle, un djihad contre la captivité, la mise en captivité en esclavage de croyants musulmans. Un autre cas de figure de djihad, c'est Bourguiba. Alors là, vous allez me dire, mais Bourguiba, c'est l'enfant chéri des Français, l'incarnation de la laïcité. Non. Bourguiba était un réformateur musulman qui s'inscrit dans la continuité de la Narda, ce mouvement, ce réveil de l'islam au XIXe siècle, qui se positionne en tant que musulman dans son combat anticolonialiste entre les deux guerres, et ça n'est qu'ultérieurement que Bourguiba affrontera ce qui au fond aurait pu être ses compagnons de route, précisément le mouvement islamique réformateur se réclamant de la Narda. Mais Bourguiba se positionne dans ce qui sera perçu de manière erronée, me semble-t-il, par les Français comme laïque, au nom du djihad. Pour Bourguiba, le vrai djihad, c'était le développement. Parce que seul le développement permettrait l'émancipation des pays musulmans de l'impérialisme occidental. Et comme vous le savez, le combattant n'a pas à observer le devoir religieux du jeûne. Vous n'avez pas demandé à un combattant de s'affaiblir face à l'ennemi. Il est tout à fait licite religieusement pour un combattant de manger et de boire pendant le jeûne. Et le fameux jus d'orangeade de Bourguiba, pendant la période du Ramadan, qu'il boit publiquement pendant un meeting, c'est le jus d'orange du djihadiste. C'est-à-dire, je suis un djihadiste, le djihadiste du développement, et nous ne devons pas nous affaiblir pour mener ce combat. Au Nigeria, dernier exemple de polysémie du terme, au Nigeria, le djihadisme, c'est comme le gaullisme en France. C'est-à-dire que tout le monde est devenu djihadiste. De même qu'en France, tout le monde est devenu gaulliste. Et bien entendu, les Français ont une interprétation très différente du gaullisme. Et ce pauvre général de Gaulle doit parfois se retourner dans sa tombe. Il en est de même d'Ousmane Dan Fodio, ce fameux djihadiste dont je parlais il y a quelques instants, qui, au tout début du XIXe siècle, il épeule lui-même et il lance un avertissement aux rois impies à Ossa, du nord du Nigeria, leur demandant de revenir à la vraie foi et notamment de renoncer à la mise en captivité des musulmans. Évidemment, les intérêts sont tels que les rois impies n'entendent pas l'avertissement. Ousmane Dan Fodio lance un djihad et constitue son empire du Sokoto, qui est un empire djihadiste de conquête, de protection des musulmans de l'esclavage, mais également de mise en esclavage des païens, notamment dans ce qu'on appelle la Middle Belt du Nigeria, autour de cette ville de Jos que nous allons retrouver tout à l'heure. Mais détaillons les choses. Ousmane Dan Fodio était djihadiste, mais de rite malékite et se reconnaissant dans la Qadiria, une grande confrérie. Aujourd'hui, nous avons un salafisme d'État qui n'est pas djihadiste, qui se réclame de l'islam réformé, dont les principaux représentants ont fait leurs études islamiques à El-Azhar et surtout à l'université de Médine, dont certains
Par exemple, Feu Goumi, qui était le grand moufti de l'empire de Sokoto, enfin du nord du Nigeria. Mais Goumi, par exemple, n'a jamais récusé le malékisme. Il était très critique par rapport aux confréries, mais il n'a pas récusé l'école malékite, il ne s'est pas reconnu dans l'école ranbalite, qui est plutôt celle du salafisme et certainement celle du djihadisme. Ce salafisme du nord du Nigeria, qui se réclame tout autant d'Ousmane Dan Fodio, a enfanté un enfant turbulent, un homme qui s'appelait Youssouf, et qui, à la fin des années 90 ou au tout début des années 2000, crée, non loin de la gare de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, dans le sultanat du Bornou, et j'insiste sur non loin de la gare de Maïdougouri, un centre Ibn Taymiyyah, la grande figure emblématique du djihadisme, on va dire musclé. Mais Youssouf est proche du salafisme d'État. Et ça n'est qu'ultérieurement qu'il va, comme on dit aujourd'hui, et le mot est très impropre, se radicaliser, se retourner contre le salafisme d'État et tuer, assassiner certaines des plus grandes figures du salafisme, de l'establishment salafiste. Bon. Youssouf et son successeur Shekau se réclament tout aussi bien d'Ousmane Dan Fodio, tout en combattant férocement les confréries. Donc on voit bien que la figure d'Ousmane Dan Fodio est complètement polysémique et peut être mobilisée par des gens qui non seulement ne sont pas d'accord entre eux, mais s'entretuent. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Je ne regarde pas mes emails, mais mon heure. Ce qui m'amène à un deuxième point. Vous voyez bien que nous sommes dans des sociétés historiques à part entière, que nous ne pouvons comprendre que si précisément l'on se penche sur leur passé. Il ne viendrait à l'esprit de personne de parler de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, sans avoir au moins quelques notions de leur histoire du XIXe siècle et bien au-delà. Or, c'est ce que ne cessent de faire la plupart des Occidentaux, qui, par exemple, lorsqu'ils parlent du djihad dans le Sahel, vont nous parler de l'Afghanistan, d'Al-Qaïda ou de Daesh, c'est-à-dire une vision très synchronique des choses, et ignorent complètement cette histoire très complexe du djihadisme, du XIXe siècle, puisque l'Afrique de l'Ouest, effectivement, a été très largement dominée au XIXe siècle par de grands djihads. Donc, j'ai parlé de celui d'Ousmane Dan Fodio. Il faudrait parler au milieu du XIXe siècle de celui d'Oumar, qui introduit en Afrique de l'Ouest une autre appartenance confrérique, celle de la Tidjania, ou le mahdisme, qui se lève à la fin du XIXe siècle dans le Soudan contemporain et qui arrive jusqu'au nord-est du Nigeria, dans cette région, non seulement le Tchad, le bassin du lac Tchad, mais dans cette région du Bornou, et qui n'arrive pas à conquérir le Bornou, mais qui fait quand même partie de l'historicité de cette région. De cela, on ne nous parle jamais. Or, et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant, dans mon troisième point, nous ne pouvons comprendre les djihadismes les plus contemporains que si nous avons au moins une certaine connaissance et une certaine compréhension de cette histoire du XIXe siècle et également de cette histoire qui s'est encastrée en quelque sorte dans l'occupation coloniale et qui n'a pas été occultée, qui n'a pas été balayée par la colonisation. La colonisation n'a jamais été la tabula rasa que certains ont voulu imaginer. Pour finir, mais finir un peu longuement quand même, et je vous prie de m'en excuser, je voudrais maintenant évoquer
à titre d'exemple, 2 cas de figure de djihadisme sahélien contemporain. Le premier d'entre eux est ce qui se passe au Mali et que nous voyons irradié dans la région, et notamment au Niger et au Burkina Faso. Et puis, un petit peu plus à l'est, deuxième cas, celui de Boko Haram, qui est très distincte, quelle que soit l'éventuelle circulation des combattants. Il est vrai qu'à un moment donné, Boko Haram a envoyé, ou des combattants de Boko Haram se sont envoyés eux-mêmes au Mali, et cette circulation de combattants a été montée en épingle par les sécurocrates occidentaux qui y voyaient une preuve supplémentaire de cet arc djihadiste, de cet arc islamique qui était censé aller de l'Afghanistan à la Mauritanie, pour reprendre l'analyse géostratégique de l'ancien président Sarkozy. Alors commençons par Boko Haram, sauf si vous pensez que Boko Haram sort un petit peu du périmètre de la saison sahélienne que vous avez, je peux y renoncer, mais non. Alors allons donc dans le nord du Nigeria, ou plus exactement dans le nord-est du Nigeria, parce que si je ne voulais pas abîmer cette salle avec un vilain PowerPoint, j'aurais pu vous montrer une carte qui est très éloquente, mais que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement. Si vous tapez violence Boko Haram Nord Nigeria, quand vous voyez cette carte, donc vous avez la localisation des violences de Boko Haram, et vous voyez que tout est concentré sur l'extrême nord-est, et en particulier sur la frontière du Nigeria avec le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et ensuite, vous avez une tache de violence dans cette fameuse Middle Belt à Jos. Et puis vous avez des tâches, mais qui sont à mon avis, si je puis dire, anecdotiques, à Kano et à Abuja, qui sont de grandes villes, mais il est extrêmement facile d'aller déposer une voiture piégée dans une grande ville. On peut le faire à Paris, et ces violences, pour spectaculaires et cruelles qu'elles soient, ne sont pas représentatives de la concentration de la violence de Boko Haram dans l'extrême nord-est du Nigeria et dans la Middle Belt. Alors, violence de Boko Haram, oui, c'est un conflit qui, depuis 2009, a fait quelques 30 000 morts. On va en rajouter à la louche 5 000 de plus parce que le chiffre est un petit peu daté. C'est beaucoup. Encore faut-il savoir que la politique antimigratoire de l'Europe cause environ 7 000 morts au bas mot par an. Donc Boko Haram tue moins que la politique antimigratoire de l'Europe, pour vous donner quand même des proportions. Et il faut savoir que l'immense majorité des morts du conflit du nord-est du Nigeria est provoquée par les forces dites de l'ordre qui ne lésinent pas sur les moyens et qui massacrent allègrement, bien au-delà de l'identification des combattants de Boko Haram au sens strict du terme. Donc là, je ne dis pas cela pour minimiser la violence des combattants de Boko Haram, mais encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Sous le contrôle de mes collègues sans livre, je crois que l'on peut dire à peu près la même chose. Les forces étrangères ont tué plus d'Afghans que les talibans ou que les combattants à proprement parler, les interventions étrangères. Il en est de même, malheureusement, des interventions étrangères au Sahel aujourd'hui, au Mali, que ce soit intervention française, intervention tchadienne, etc. La violence anti-djihadiste fait plus de morts que la violence djihadiste. Alors, peut-être est-elle nécessaire, je ne rentre pas dans le débat, mais il faut quand même savoir de quoi l'on parle lorsque l'on parle de violence. Alors, dans le cas de Boko Haram, un mot sur l'historicité de cette société nord-nigériane que j'ai déjà brièvement évoquée. Elle est dominée
par un processus politique majeur qui est la constitution d'une classe dominante à partir du début du XIXe siècle, par fusion-acquisition Fulani, enfin Peul-Haossa, et la constitution d'une classe dominante composée de Sarakuna, qui sont à la fois des lignages, on va dire, nobles et de grandes familles marchandes, et qui dominent la région, et qui règnent sur une population, sur une masse de Talakawa, de roturiers, dont nombre d'entre eux sont des esclaves ou des anciens esclaves, qui peuvent être musulmans ou qui peuvent être, entre guillemets, païens. Notamment dans des zones, et c'est le deuxième fait majeur de l'historicité du Nord Nigeria, dans des régions qui ont été incorporées à l'empire de Sokoto et au sultanat de Bornou par la colonisation britannique. Et notamment cette fameuse région de la Middle Belt, qui était un réservoir à captifs, un réservoir à esclaves au gré des différentes razzias, pour l'empire de Sokoto et pour le Bornou. Et ces régions qui étaient restées indépendantes, mais qui subissaient les razzias de Sokoto et de Bornou, ont été incorporées à la région administrative du Nord qu'ont dessiné les colonisateurs britanniques au début du XXe siècle. Et à la faveur, sous le parapluie en quelque sorte, de l'administration indirecte dont les Sarakuna, la classe dominante, ont été les bénéficiaires. Ils ont composé avec le colonisateur et ils ont relayé la domination coloniale. Eh bien, les Sarakuna ont étendu géographiquement et intensifié économiquement leur domination sur les Talakawa, sur la masse des roturiers et notamment des anciens esclaves. Et l'État colonial, l'État post-colonial, est la continuation de ce système de domination à la faveur d'un processus de modernisation conservatrice très audacieux qui a été mené à partir des années 1950 par un grand aristocrate, Amadou Bello, qui a été assassiné en 1966, mais qui a engagé un processus de modernisation conservatrice tout à fait comparable, mutatis mutandis, à celui de Bismarck ou à celui de Cavour. Tout changer pour que rien ne change, pour reprendre la formule de Lampedusa dans Le Guépard, et qui, notamment, a fait basculer l'islam du modèle confrérique vers ce modèle de l'islam réformé, en particulier avec l'envoi de jeunes intellectuels musulmans à Médine et accessoirement à El-Azhar, ce qui a donné lieu à cette espèce de salafisme d'État, comme je l'ai qualifié tout à l'heure. Alors, Boko Haram, on ne peut le comprendre que par rapport à cette structure d'inégalité enracinée dans l'État postcolonial. Et d'abord, il faut rappeler que Boko Haram, dans un premier temps, est un surgeon du salafisme d'État. Youssouf, dans un premier temps, a fourni des gros bras à un gouverneur du Bornou pour ses campagnes électorales. Et ça n'est que dans un deuxième temps, quand ce gouverneur s'est retourné contre celui ou ceux qui l'avaient fait roi, ou gouverneur, que Boko Haram s'est radicalisé. La radicalisation religieuse de Boko Haram et de Youssouf, précisément son fondateur, est une réponse à la répression politique de la part du gouverneur qu'ils avaient contribué à faire élire. Et en 2009, il y a la répression d'une manifestation de militants de Boko Haram, du centre Ibn Taymiyya, et dans le cadre de cette répression, Youssouf est arrêté, il est emmené dans un commissariat, et au bout de quelques heures, il est sorti dans la cour du commissariat, et il est tué froidement par la police, en même temps que beaucoup d'autres de ses adeptes. Et ça n'est qu'un an plus tard
que ce qui reste de Boko Haram, et qui s'est réfugié, comme on dit, entre guillemets, dans la brousse, passe à la lutte armée. Donc le passage à la lutte armée est d'abord une réponse à la répression sauvage de l'État du Bornou contre cette mouvance religieuse. Ensuite, on voit bien que Boko Haram mobilise dans une jeunesse masculine déshéritée, celle des Talakawa, et que d'une certaine manière, Boko Haram est une réponse à l'iniquité politique et sociale de l'État postcolonial, qui elle-même s'inscrit dans la continuité de la domination, on va dire, sokoto-coloniale. Rappelons quand même que le nord du Nigeria est une région sous-alphabétisée. Donc vous avez effectivement une aristocratie ou une classe dominante qui fréquente les meilleures universités, soit islamiques dans des conditions matérielles très confortables à Médine, soit les meilleures universités occidentales, Harvard, Princeton, tout ce que vous voulez. Mais dans une région où l'analphabétisme est systémique, où il n'y a pas d'hôpitaux, etc., etc. Alors, on dit que Boko Haram, d'abord il faut savoir que les militants de Boko Haram ne se reconnaissent pas dans cette appellation. Ils se réclament d'une autre appellation qui met en avant la notion de sunna. Bon. Mais le Boko Haram, on dit c'est le livre interdit. Bon, c'est-à-dire l'interdiction du livre, l'interdiction de l'école. Boko, ça serait une déformation de book. Bon, à vrai dire, il y a beaucoup de débats sémantiques là-dessus. Mais admettons même que Boko Haram condamne l'école, mais c'est une école à laquelle les Talakawa n'ont pas accès. Ils condamnent l'iniquité d'une école qui contribue à la reproduction de la classe dominante et au mépris des intérêts les plus élémentaires de la masse de la population. Donc Boko Haram, c'est aussi une réponse sociale des pauvres, des déshérités et pour la plupart d'entre eux des anciens captifs, et qu'ils le sont quand même toujours plus ou moins, parce qu'on vous rappelle toujours dans le Sahel d'où vous venez. J'en reviens à ma gare de Maïdoukouri, ce n'est pas complètement par hasard que le fief de Boko Haram a été la gare, vous le savez, une gare, c'est comme à Genève, les Paquis, le quartier de la gare, c'est le quartier dans lequel s'entassent, dans le dénuement, les immigrés, les gens qui viennent de la campagne ou les gens qui viennent de l'étranger. Et Boko Haram a d'abord recruté parmi effectivement les déshérités qui arrivent en ville venant de la campagne. Pardonnez-moi, je vais être un peu cynique, mais il s'agit d'un cynisme heuristique, je l'espère. Boko Haram a un avantage comparatif par rapport à l'État dit de droit, c'est qu'il fournit de l'argent, parce qu'effectivement Boko Haram a payé ses combattants, et Boko Haram fournit des femmes à des jeunes gens à qui l'état de droit et l'économie de cet état de droit interdit toute possibilité de mariage, parce que vous ne pouvez vous marier que si vous payez la dot. Donc Boko Haram, avec son logiciel religieux assez particulier, va effectivement chercher des femmes impies et les donne à ses combattants comme femmes, ou si vous préférez comme esclaves sexuels. Mais Boko Haram fonctionne également comme une agence matrimoniale pour des gens qui n'en ont pas d'autres. Alors on peut trouver ça extrêmement choquant. Mon propos n'est naturellement pas de légitimer ce genre de pratique matrimoniale, mais c'est une réalité sociale qu'il faut regarder en face. Et de ce point de vue, Boko Haram est mieux disant pour beaucoup de Talakawa que l'État dit de droit qui n'a pas grand-chose à offrir aux déshérités du nord du Nigeria. La violence de Boko Haram se concentre également dans les monts du Mandara, ce qu'on appelle les Gwozi Hills, qui sont à la frontière du Cameroun. Et là, cela met en valeur deux aspects des choses importantes. Les monts du Mandara se convertissent massivement à l'islam. Et Boko Haram, au fond, offre le logiciel
du zèle des convertis. Bon, c'est connu, hein, les zélotes sont toujours un peu excités. Bon. Mais il n'y a pas que le zèle religieux. Il y a également les avantages qui vont avec, parce que Boko Haram, en attaquant les missions, naturellement, permettent aux nouveaux convertis de s'emparer des biens et des terres de la mission. Donc vous avez une économie politique, et vous voyez que je réponds progressivement à la question qui est posée dans le titre de la conférence. Boko Haram répond également à un besoin agraire. Ce que l'on retrouve à Jos. Jos, en réalité, c'est un acronyme. Ça veut dire en anglais « Jésus notre Sauveur ». Et Jos, c'est la ligne de rencontre quasiment tectonique entre la poussée des settlers, des colons musulmans qui colonisent les terres, et les autochtones qui, pour beaucoup, se sont convertis au christianisme et notamment au pentecôtisme, qui leur donnait accès à l'école. Et donc, la violence religieuse à Jos est également une violence dont l'enjeu est le contrôle du foncier, de la ressource foncière, aussi bien dans la ville que dans les campagnes alentours. Et c'est également un enjeu que l'on retrouve dans le bassin du lac Tchad, qui est, contrairement à l'image que l'on peut s'en faire, une région extrêmement fertile, parce que les eaux du lac Tchad connaissent deux cycles. Vous avez un cycle de longue durée qui fait que le lac se rétracte et s'élargit, s'étend. Cela pas par des cycles qui sont des cycles trentenaires, ou enfin vous regarderez les écrits notamment de Siniobos, du géographe Siniobos, il est plus calé que moi sur la chose. Et puis vous avez un cycle saisonnier. En saison des pluies, naturellement, le lac Tchad est en haute eau, et en saison sèche, il se retire et il libère des terres qui sont formidablement fertiles puisqu'elles ont été irriguées naturellement pendant les mois de la saison des pluies. Et ces terres, c'est un enjeu économique extraordinaire, d'une part pour le développement de l'agro-industrie qui est en partie contrôlée par les grands marchands de Maïdougouri, et d'autre part pour les éleveurs, puisque ces pâturages sont extrêmement riches pour le bétail. Et puis par ailleurs, le lac Tchad est pourvoyeur de ressources, le poisson séché, une forme de sel, d'autres ressources agricoles, qui fait que là aussi, l'implantation et le refuge que trouve Boko Haram dans le lac Tchad a une dimension économique, et certains disent d'ailleurs que Boko Haram n'est pas sans lien avec certains des grands marchands de Maïdougouri pour leur donner accès, en contrôlant militairement la région, à ces fameux pâturages ou à ces fameuses zones susceptibles d'être transformées en ranch ou en zones agro-industrielles. Je voudrais mentionner que le centre Ibn Taymiyya de Youssouf était financé par un grand marchand kanouri de Maïdougouri au début des années 2000. Et puis l'autre trait frappant, c'est cette concentration sur la frontière. Et Boko Haram, c'est également le contrôle des marchés frontaliers dans une région qui est dominée par la contrebande, qui est dominée par ce que l'on appelle de manière plaisante dans le nord du Cameroun les douaniers combattants, parce que très souvent ce sont des anciens combattants, soit de l'armée tchadienne, soit des rébellions tchadiennes, qui sont partis avec leur kalachnikov, qui se sont mis à leur compte, et qui font un trafic, qui font de la contrebande, généralement sur des motos chinoises, en passant dans la brousse, et en partenariat avec les douaniers officiels. On dit le plus beau quartier de la ville de Marois, c'est le quartier des douaniers, c'est son surnom, et avec les chefs de canton. Et Boko Haram
a pris le contrôle de ce marché frontalier qui porte sur des tas de produits, sur l'essence, sur les narcotiques, sur des biens chinois, etc. Il y a un commerce frontalier florissant et qui est dopé par le différentiel de change entre le naira, la monnaie nigériane, et le franc CFA, avec des fluctuations. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les nuances du marché cambiaire. Donc Boko Haram, c'est ça. Alors, évidemment, vous avez une logique intrinsèque de la foi. Ces combattants ont une certaine conception de la foi, qui n'est pas partagée par l'ensemble des musulmans de la région. Et d'ailleurs, si Boko Haram était un problème d'islam, eh bien, ça serait l'ensemble du nord du Nigeria qui serait à feu et à sang, et non pas simplement, si je puis dire, le nord-est. C'est une conception de l'islam qui renvoie à un répertoire, le répertoire mahdiste, que l'on a vu par exemple à l'œuvre en 1980 dans un grand soulèvement à Kano par un prophète, par un Mahdi, qui se réclamait justement du mahdisme soudanais de la fin du XIXe siècle et qui lui-même était d'origine camerounaise, un soulèvement qui a été noyé dans le sang, dans les bombardements aériens, etc. Mais c'est une sensibilité religieuse qui est tout à fait marginale et dont le succès s'explique par des facteurs autres qui sont des facteurs d'ordre social. Et on peut dire donc que le djihadisme met en forme religieuse des revendications d'une autre nature, ce qui ne retire en rien éventuellement aux dimensions, enfin aux logiques intrinsèques de la foi. Venons-en maintenant au deuxième cas, le Sahel central, c'est-à-dire Mali, Niger et nord du Burkina. Et là, vous avez une trajectoire qui est un peu différente, une trajectoire historique, là aussi de grands empires, mais des empires qui s'effondrent au XVIe siècle et qui donnent lieu à une occupation marocaine, qui donne lieu à des tas, enfin on ne peut pas rentrer dans le détail, et c'est à la faveur de cet effondrement du Son Rail et dans les décennies, voire les siècles qui ont suivi, que précisément le djihadisme s'implante dans la région à la fin du XVIIIe siècle. Et que vous avez toute une tradition djihadiste dont Ousmane Dan Fodio est une réplique, mais surtout Oumar Tall au milieu du XIXe siècle. Et vous avez également un empire important, l'empire du Massina, qui est un empire peul et qui est un empire djihadiste lui-même. Le Massina, c'est une région qui est dans le centre du Mali actuel et qui fait partie du delta intérieur, si vous voulez, du Mali, une région où se concentre aujourd'hui la violence djihadiste plus encore que dans le nord du pays. Occupation coloniale par les Français, et un élément extrêmement important, c'est l'instauration d'un régime socialisant au moment de l'indépendance, en 1960, celui du président Modibo Keïta, qui fait partie de l'aile dure, enfin pas dure, de l'aile gauche du Rassemblement démocratique africain, et qui va attaquer frontalement les institutions religieuses. Et ça, c'est très important, parce que les confréries très puissantes, nous l'avons vu dans le nord du Nigeria, très puissantes au Sénégal, j'y faisais allusion tout à l'heure, ont été affaiblies par le régime de Modibo Keïta de 1960 à son renversement en 1968. Et donc il y a toute une série, vous me pardonnerez cette métaphore médicale de très mauvais goût, surtout par les temps qui courent, mais il y a toute une série d'anticorps religieux qui existent dans le nord du Nigeria et qui existent dans le nord, qui existent au Sénégal, qui ont été affaiblis au Mali, de même d'ailleurs qu'en Guinée, pour les mêmes raisons, avec le régime de Sékou Touré. Mais venons-en surtout à l'intervention étrangère en 2008, alors qu'il est vrai que depuis le début des années 2000, vous avez des groupes djihadistes qui opèrent dans la région et qui en fait sont des groupes djihadistes qui ont été expulsés par les Algériens. À partir du moment où l'armée algérienne a estimé qu'elle n'avait plus besoin des djihadistes qu'elle avait elle-même appuyés pour écraser politiquement le Front islamique du salut après le coup d'État de 1991 ou 92, vous vérifierez, l'armée algérienne, avec le cynisme qu'on lui connaît, a exporté
ces groupes djihadistes qui sont implantés dans le nord du Mali, dans une région d'ailleurs que les Algériens connaissaient très bien, précisément parce qu'ils avaient voulu en faire une nouvelle wilaya pendant la guerre d'Algérie, lorsque Modibo Keïta avait pris le pouvoir en 1960 à Bamako. Et les choses commencent à déraper en 2007-2008, lorsque la Mauritanie commence à guerroyer contre ces mouvements djihadistes dans le nord du Mali, sans demander quoi que ce soit à Bamako, et lorsque Nicolas Sarkozy croit intelligent d'intervenir à son tour, et au fond, le djihadisme, c'est aussi la réponse du berger à la bergère. Ou de la bergère au berger, comme vous voulez. L'intervention étrangère, notamment française, avec son lot de déplacements, de déplacés, du fait des bombardements, etc., a commencé à envenimer la situation, à un moment où les djihadistes eux-mêmes commençaient à nouer des relations matrimoniales avec les grands lignages, éventuellement touareg, mais surtout arabes ou peuls, ou strictement confrériques comme les Kunta, et à s'implanter socialement dans la région, essentiellement sur des niches d'économie transsaharienne. Mais le grand cataclysme, c'est l'intervention de 2011, notamment de la France, à l'initiative de Nicolas Sarkozy en Libye, qui amène toute une série de combattants touaregs qui œuvraient aux côtés de Kadhafi à rentrer au Mali, d'ailleurs invités et en quelque sorte escortés par l'armée française, qui leur a dit « nous, on va devenir très méchants en Libye, donc on vous assure le transfert à travers le Niger et vous rentrez chez vous ». Bon. Erreur fatale, puisque naturellement, ces combattants touaregs, lorsqu'ils sont revenus au Mali, ont décrété une forme, je ne rentre pas dans les détails, de sécession, et les mouvements djihadistes, de manière très opportuniste, ont utilisé ce mouvement sécessionniste pour bouter l'armée malienne du nord du Mali et arriver dans le centre du Mali, provoquant, à tort ou à raison, l'opération Serval, l'intervention française, au début de 2013. Alors là aussi, nous retrouvons notre enjeu agraire, notamment dans un contexte de relations compliquées et je dirais plutôt dégradées entre les pasteurs, enfin les éleveurs et les agriculteurs. Mais je m'empresse, ayant lu mes collègues Giovanni Zanoletti et Ibrahima Poudiougou, de ne pas réifier ces deux catégories. Vous avez des agriculteurs qui ont du bétail, et nous le retrouverons tout à l'heure, et nous avons des pasteurs, des nomades, qui ont des champs et qui ont même des immeubles à Bamako. Donc il ne faut pas réifier la dichotomie entre agriculteurs et éleveurs. Mais il est vrai que les deux activités se frottent de plus en plus pour toute une série de raisons que je vais juste mentionner pour ne pas trop m'attarder. Tout d'abord, la pression démographique, très forte au Mali et également au Niger et au Burkina Faso. Ensuite, les grandes sécheresses de 1970, des années 1970, qui se sont répétées dans les années 1980 et qui ont amené d'abord beaucoup de bétail à mourir et d'autre part à faire descendre la ligne de transhumance de plusieurs centaines de kilomètres. C'est-à-dire que vous avez des troupeaux qui sont descendus en particulier dans la région du centre Mali et notamment dans le delta intérieur très fertile et qui ont bien entendu posé de nouveaux problèmes dans cette relation entre agriculteurs, ou je préférerais dire activités agricoles, et activités pastorales. Ensuite, notre fameux état de droit qui titrise les terres dans les deux sens du terme, c'est-à-dire des titres de propriété exclusifs et qui substitue la possession privée de la terre au droit d'usage
et de partage de la terre. Et je pense que là aussi, mes collègues sans livre ne sont pas complètement dépaysés par rapport à des choses qui, mutatis mutandis, ils ont rencontrées en Afghanistan, mais également la titrisation au sens financier du terme, avec des grands enjeux, y compris des enjeux capitalistiques qui se répercutent sur le bétail. Par exemple, un élevage extensif en ranch avec des phénomènes d'exportation de la viande dans les pays du Golfe et également en Algérie, qui sont des marchés considérables. Et puis, le développement des concessions minières, qui aliènent la terre, qui expulsent la population, une très très forte présence des intérêts miniers sud-africains, en particulier au Mali, des intérêts agro-industriels, en particulier dans cette zone très fertile du delta intérieur, et le développement d'infrastructures, routes, etc., qui font que les couloirs de transhumance se sont amoindris, multipliant les opportunités de conflits entre activités agricoles et activités pastorales. Ce qui m'amène à un mot de conclusion en ce qui concerne le Mali. Je parlais avec une certaine réticence tout à l'heure de sécession. On peut se demander, donc c'est la question Touareg, on peut se demander si les djihadistes, quel est le rapport des djihadistes à la nation ou à l'État-nation malien. Les djihadistes ne remettent pas en cause l'État-nation malien. Ils veulent simplement que cet État malien soit conforme à ce qu'ils considèrent être la charia. Les Touaregs, c'est un peu plus compliqué, mais on sent bien qu'ils sont dans un rapport de dissidence instrumentale, rébellion pour négocier, et négocier une meilleure représentation du pouvoir politique à Bamako, un Bamako dans lequel ils sont déjà massivement sur le plan foncier et sur le plan de l'immobilier. Et au fond, la nation malienne, avec tout le respect que je lui dois, elle s'incarne dans le troupeau. Elle s'incarne dans le troupeau qui est mené très souvent par des bergers peuls ou arabes, volontiers suspectés dans l'espèce d'intensification du conflit d'être eux-mêmes des djihadistes. Mais dans ce troupeau, vous avez des vaches de toutes origines. En premier, vous avez les vaches des fonctionnaires. Parce que les bergers, dans leur très grande sagacité, savent que les paysans dont les terres vont être endommagées éventuellement par les vaches ne vont pas tirer sur les vaches des fonctionnaires, parce que ça, c'est quand même la source de beaucoup d'ennuis. Bon. Et puis ensuite, vous avez des vaches d'agriculteurs, et pourquoi pas d'ailleurs d'agriculteurs dogons, quels que soient aujourd'hui les conflits qu'il y a, entre guillemets, entre Peuls et Dogons, notamment dans le sud, si je puis dire, du centre du Mali. Vous avez bien sûr des vaches touareg, des vaches arabes, des vaches peuls, des vaches de beaucoup de gens. Vous avez les vaches des djihadistes. Vous avez, parce que la vache, c'est un capital. Et c'est un capital qui est très pratique, parce que c'est un capital qui est indétectable, fiscalement parlant. Quand vous avez un troupeau de 2000 ou 3000 vaches, que vous êtes agent du fisc, je vous souhaite bien du courage et bien du plaisir pour faire l'inventaire des vaches. C'est même assez dangereux, ne vous y frottez pas, parce que ça piétine les vaches. Et c'est un capital mobile, c'est formidable, ça passe la frontière, c'est un moyen de... Et donc vous avez naturellement également les vaches des trafiquants et les vaches des contrebandiers, trafiquants de drogue, contrebandiers. Vous avez les vaches des jeunes qui, par exemple, des jeunes anciens combattants djihadistes qui ont vendu leur kalachnikov et qui ont acheté une vache ou deux vaches. Vous avez les vaches des enfants ou des adolescents à qui on offre une vache comme capital. C'est un peu le livret A de la Caisse d'épargne en France. Bon, on l'ouvre pour l'adolescent et il l'actualise au moment du mariage ou quand il s'installe. Bon. Donc, l'unité du Mali, c'est le troupeau.
notamment par le biais de cette institution sociale dite du confiage, où vous allez confier votre vache à un berger, de même que vous allez éventuellement confier votre enfant à un oncle, avec ou sans guillemets, en ville, qui va être son tuteur pour que votre enfant puisse aller à l'école ou travailler, etc. Donc là, à nouveau, vous voyez que ce qu'on appelle le djihadisme renvoie certes à du religieux, à du conflit religieux, par exemple ces salafistes ou ces djihadistes qui ne reconnaissent pas les ordres confrériques, mais qui ne les reconnaissent pas parce que les ordres confrériques, c'est l'establishment. Et que quand vous êtes un jeune déshérité, vous ne vous reconnaissez pas forcément dans cet establishment. Et le salafisme, voire le djihadisme, vous donne un accès, y compris d'ailleurs à la globalité des choses. Parce qu'il n'y a rien de plus global que le djihadisme. Après tout, vous pouvez être fier d'être djihadiste. Vous risquez votre vie pour Dieu. Vous appartenez à une mouvance qui a humilié le grand Satan, comme on dirait en Iran, les États-Unis, avec les attentats du 11 septembre. Et le djihadisme donne une dignité sociale que nous pouvons trouver peu sympathique, mais ça c'est notre problème, c'est pas le leur, à des jeunes à qui l'État dénie toute dignité sociale, du fait de son iniquité radicale, pour le coup. Donc le djihadisme nous parle de tout cela. Et l'iconoclasme des djihadistes à Tombouctou, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais enfin, puisqu'on est en Suisse, n'oublions pas l'iconoclasme des calvinistes. Bon. L'iconoclasme des djihadistes ne sont pas simplement comme ça des gens fous ou fanatiques ou hystériques. Ce sont des gens qui envoient un message très précis, qui est un message à la fois politique et social. Nous nous émancipons par rapport à cet islam de l'establishment, et notamment cet islam de l'establishment qui nous empêche, nous, de modestes conditions, voire de conditions serviles, d'épouser les belles jeunes filles peules ou arabes que nous convoitons. Il y a cette dimension de révolte sociale. Alors voilà, je crois, pour finir, que quand on a dit islam ou djihad, on n'a rien dit, ça c'est la formulation optimiste. Malheureusement, généralement, on a trop dit, c'est-à-dire du n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous avons une vision complètement synchronique, complètement offshore, qui ne comprend ni la complexité du phénomène, ni son enracinement dans l'histoire régionale. Nous occultons complètement un aspect absolument majeur dont nous parle le djihadisme, qui est le legs de l'esclavage. Parce que le XIXe siècle, en même temps que dépérissait très lentement la traite atlantique, a été un moment de boom de l'esclavage interne aux sociétés ouest-africaines. Dans un pays comme le Mali, ou dans certaines régions du Mali, vous aviez quelques 60% de la population qui était une population servile. Et ça, c'est dans la mémoire historique du pays. Et tout le monde sait au Sahel qui est qui, à sa manière de parler, à son patronyme, à sa manière de manger, de danser, à ses alliances matrimoniales, etc. Donc la question du legs de l'esclavage est absolument cruciale. Et puis vous voyez bien, vous l'aurez compris, qu'à mes yeux, la militarisation du problème ne peut pas répondre à une question qui est fondamentalement politique et sociale, celle de la justice politique et sociale d'un État qui est fortement asymétrique. Et non seulement la réponse militaire ne répond pas à cette question, mais elle l'aggrave et inévitablement, les Français, entre autres, rencontreront et commencent déjà à rencontrer au Sahel les mésaventures et les déconvenues qu'ont rencontré les Américains en Afghanistan, en un dernier clin d'œil amical à mes collègues et amis sans livre. Je vous remercie de votre attention.
riche, très stimulante, qui enrichit nos connaissances sur les relations complexes entre religion et politique. La parole est à vous, public, en sachant que nous sommes dans un espace où je crois que l'acoustique n'est pas trop mauvaise. Non, l'acoustique est très bonne, me semble-t-il. Peut-être il sera nécessaire de répéter la question. Je me tourne vers vous, public, si vous avez des questions, des remarques. Oui, alors, merci beaucoup tout d'abord. Et puis, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'attitude des États, en particulier au Mali et au Burkina, par rapport à cette exacerbation aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux, du soi-disant conflit entre Peuls, par exemple les Dogons ou entre Peuls, les sédentaires qui n'en sont pas vraiment au Burkina. Très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise de position correcte, enfin, claire. Très bien. Je vais peut-être prendre plusieurs questions, parce que comme vous l'avez vu, je suis terriblement bavard. Je crains de ne pas... Alors, madame, on a une deuxième question, et je vous inviterai alors à répondre devant le micro. Bien sûr, bien sûr. Oui, madame, pardon. Oui, alors je tiens à vous remercier pour votre brillante présentation sur le Grand Sahel africain. Alors je voudrais surtout vous poser une question sur le Sahel camerounais, puisque je me sens concernée. Donc le Nord Cameroun est donc touché par Boko Haram. Et à vous entendre tout à l'heure, ce sont des revendications sociales. Et pourquoi ces mouvements, enfin celui-là particulièrement, utilise la violence? Est-ce qu'on pourrait négocier avec ce mouvement pour qu'il n'y ait plus d'enlèvement de jeunes filles et aussi souvent des expatriés qui viennent travailler dans nos pays? S'il n'y a pas d'autres questions immédiatement, je réponds à ces deux premières peut-être ou... Alors, je peux commencer par votre première question, madame. Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour en parler. Il faudrait surtout se tourner non seulement vers les gouvernements ou les médias, mais également vers les citoyens, par exemple, du Mali. Mais il me semble qu'il y a une très grande ambivalence chez les acteurs maliens, que ce soit ceux les en haut du haut, comme on dit en Côte d'Ivoire, ou les en bas du bas. Tout d'abord, il faut bien savoir que l'ethnicité n'existe pas en tant que telle, c'est un fait de conscience. Alors, effectivement, les gens peuvent se définir comme Peuls ou être définis comme Peuls, mais vous n'avez pas rencontré l'ethnicité Peul. Comme pour l'islam, vous avez rencontré des gens qui se définissent comme tels ou qui sont définis comme tels, mais il n'y a pas une substance ou une essence de la peulitude, comme dirait Ségolène Royal, ou de la nature peul. Bon. Et d'autant moins que non seulement nous sommes dans des situations de pluralisme religieux, mais nous sommes également dans des situations de pluralisme social, c'est-à-dire que si vous êtes Peul, vous pouvez être Peul d'origine très différente, socialement, et on ne vous traitera pas de la même façon, et puis vous pouvez être Peul femme ou Peul homme, jeune ou vieux, etc., etc. Donc en soi, la catégorie n'a pas une cohérence extraordinaire. Et puis vous avez beaucoup de mariages qui sont des mariages transethniques ou des mariages d'ailleurs transreligieux. Mais d'un autre côté, il y a eu une ethnicisation effectivement des clivages que nous pouvons très bien comprendre parce que nous la vivons nous-mêmes dans nos propres sociétés, c'est-à-dire qu'insensiblement, on passe de ce qui est perçu, au moins à l'origine, comme un problème, à tort ou à raison, comme un problème social ou politique. Est-ce que, par exemple, les salafistes sont prêts à accepter les lois de la République en France ou la question sociale de l'immigration? Et progressivement, cette question va être énoncée en termes religieux. Ce qui fait problème, c'est l'islam. Bon, ce sont les musulmans.
Donc vous avez ce genre de glissement dans les sociétés ouest-africaines qui peuvent se produire et qui peuvent donner lieu à une très forte violence verbale et malheureusement parfois physique, avec en particulier la constitution de groupements d'autodéfense, notamment autour de ce qu'on appelle les sociétés de chasseurs, les dozo, qui sont des espèces de confréries que l'on retrouve dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et qui remontent, qui sont pluriséculaires et qui sont souvent d'ailleurs antérieures à la constitution des grands empires, au moins dans leur généalogie réelle ou inventée, peu importe. Mais ce sont des gens qui se situent dans cette continuité pluriséculaire. Et donc ces groupements d'autodéfense, effectivement, ont contribué à une ethnicisation de la violence. Donc la violence djihadiste, c'est une violence de peul. Mais simultanément, vous avez, notamment dans les profondeurs de la société malienne, vous avez des contre-feux. Et par exemple, vous avez des autorités locales ou des autorités religieuses qui prennent l'initiative de négociations ou de dialogue. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des alliances d'aînés qui essayent de calmer, entre guillemets, leurs jeunes. Mais simplement, naturellement, ce n'est pas simplement une question d'âge, c'est aussi une question, d'intérêt économique. Par exemple, et cela a été dit d'ailleurs des talibans, notamment sous la plume de Gilles Doran-Soro à propos de l'Afghanistan, les djihadistes au Mali ont plusieurs avantages comparatifs. Quand ils tenaient une partie du territoire malien, ils assuraient la sécurité des routes. C'est-à-dire que vous aviez effectivement un barrage de djihadistes, ils vous faisaient payer quelque chose, ils vous donnaient un reçu, ils vous donnaient un numéro de téléphone, et si vous aviez un problème en route, vous appeliez, et ces jeunes gens, qui sont assez impressionnants, intervenaient. Donc, quand vous étiez bandit, vous aviez quand même peut-être intérêt à ne pas être trop présent sur les routes. Bon. L'armée ou la police malienne, c'est un contrôle tous les 20 km, moyennant donc un péage tous les 20 km, et personne ne répond jamais au téléphone quand on les appelle. Bon. Ensuite, vous avez un avantage comparatif, c'est, alors vous allez dire que vraiment, j'ai une manière bizarre de présenter les choses, mais c'est la justice. Alors évidemment, pour nous, c'est quelque chose d'insupportable. Mais enfin, d'abord, il ne faut pas penser que les djihadistes ont passé leur temps à couper des têtes ou fouetter les gens. L'essentiel de leur activité judiciaire, c'est des problèmes de justice civile, de contentieux fonciers, etc. Et c'est une justice qui est compréhensible, alors elle est dure, mais elle est compréhensible, elle est rapide. Elle était, d'après les témoignages que nous avons eus, plutôt intègre. Elle est compréhensible parce qu'elle est dite dans une langue compréhensible, alors que la justice de l'État malien, elle est corrompue, elle est lente, elle est incompréhensible, même quand vous êtes francophone, parce que la langue juridique française est absolument incompréhensible au commun des justiciables. Bon. Donc les djihadistes, ils règlent les conflits fonciers, et puis ils ont un discours qui peut être extrêmement porteur pour les déshérités, c'est la terre et l'eau appartiennent à Dieu. Ils n'appartiennent pas aux gens. Et ça, c'est mieux disant que la titrisation de la terre de type capitaliste. Donc, vous avez des notables, on va dire pour aller vite, qui essayent de reconstituer de la paix civile par des négociations et de calmer des jeunes, que ce soit les groupements d'autodéfense ou les djihadistes, mais encore faut-il avoir quelque chose à leur donner socialement par rapport à des djihadistes qui, eux, comme on dit en anglais, délivrent et permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors voilà, on est dans cet entre-deux, où d'un côté, vous avez effectivement des idéologues, et Dieu sait s'il y en a en Afrique, qui ont tendance à ethniciser
dans la pure continuité d'ailleurs du discours colonial, des problèmes qui sont fondamentalement des problèmes sociaux. Et quand vous êtes, comme dirait Gramsci, un intellectuel organique de la classe dominante, si vous voulez, c'est comme en Europe, l'identitarisme, c'est-à-dire en l'occurrence l'ethnicisation des problèmes, ça évite de parler des vrais problèmes, qui sont les problèmes d'inégalité sociale. Donc, par exemple, dans une Europe néolibérale, pour un certain nombre de gens, il vaut beaucoup mieux parler de l'immigration et de l'islam que de la justice sociale, ou plus exactement que de l'accroissement des inégalités. Il vaut mieux que les gens s'occupent de leur identité plutôt que de leurs droits sociaux. C'est quand même ça ce qui se passe en Europe. Et pourquoi voudriez-vous qu'il n'y ait pas des choses similaires qui se passent en Afrique subsaharienne? Donc le Mali et le Cameroun, j'en ai connu quelques exemplaires, j'ai relativement bien connu votre pays, ne manquent pas d'Éric Zemmour et de gens qui ont un discours ethnicisant, identitariste, outrancier. Alors venons-en au Cameroun. Je crois que le nord du Cameroun, enfin évidemment je tire la couverture à moi, c'est humain et vous me le pardonnerez, ne contredit pas mon propos. Tout d'abord, il faut voir que Boko Haram n'a jamais attaqué le Cameroun avant que le Cameroun ne l'attaque. Et Boko Haram était assez rationnel. Boko Haram se réfugiait au Cameroun quand la pression militaire nigériane se faisait trop forte et n'avait naturellement, rationnellement, aucun intérêt à aller chatouiller l'armée camerounaise. Bon. Les premiers... alors, il y a peut-être eu un ou deux cas d'enlèvement, notamment d'Européens, de Français en l'occurrence, mais là il est extrêmement difficile de savoir si c'était des enlèvements crapuleux de coupeurs de route, avec bien sûr une flambée du marché de l'otage, puisque vous pouviez menacer ou réellement vendre ces otages à Boko Haram, et l'économie de la rançon, c'est quand même une des grandes ressources du Sahel. Les rançons, c'est grosso modo, une rançon, c'est grosso modo le financement d'une campagne présidentielle. Donc c'est quand même des sommes assez considérables et assez utiles par les temps démocratiques que nous connaissons. Et les choses ont commencé à dégénérer au Cameroun, me semble-t-il, mais je parle sous votre contrôle, vous connaissez certainement mieux la situation que moi-même. D'une part, lorsque Paul Biya a voulu, comme tous les détenteurs du pouvoir autoritaire sur Terre, les Chinois ont fait pareil, les Azéris, Poutine, etc., c'est-à-dire instrumentaliser politiquement la question du djihadisme au nom de la lutte contre le terrorisme islamique international pour écraser leur propre opposition. Donc c'est ce qu'a fait Paul Biya en criminalisant toute forme de contestation au nom de la lutte contre le terrorisme. Vous avez quand même des adolescents de 14 ou 15 ans qui sont retrouvés en prison, ils y sont peut-être encore pour une mauvaise blague sur Facebook ou je ne sais quoi à propos de Boko Haram, qui était une blague de potache, comme on dit, des lycéens, pas très drôle d'ailleurs, mais enfin bon, ça ne mérite pas 10 ou 20 ans de prison. Donc Paul Biya a cru intelligent d'intervenir militairement dans le nord du Nigeria, de pair avec Idriss Déby, à la demande de la France, plus ou moins. Et d'ailleurs, dans un contexte compliqué, parce que je ne vous l'apprendrai pas, la conscience nationaliste et la susceptibilité nationaliste des Camerounais à l'égard de la France est très vive, pour les raisons historiques que l'on connaît, notamment du fait de la répression de l'UPC par l'armée française. Bon. Donc Biya a joué avec le feu, et la réponse a été immédiate, c'est-à-dire que le nord du Cameroun et N'Djamena, qui n'avaient pas été attaqués par Boko Haram, ont subi des attentats très violents. Tout comme d'ailleurs le Kenya. Quand le Kenya est intervenu militairement en Somalie, la réponse ne s'est pas fait attendre. Ça a été les attentats de Nairobi, de Mombasa et dans la région de Lamu. Et les choses sont d'autant plus préoccupantes que
le régime de Paul Biya a délaissé le nord du Cameroun, parce que le nord du Cameroun était le fief de son prédécesseur Amadou Ahidjo. Donc il y a eu une espèce de sous-investissement de l'État dans le nord du Cameroun, dans un contexte de toute manière de très grandes dérives, de très grandes déshérences économiques. Donc là aussi, on retrouve une paupérisation de la population. Biya a joué des clivages entre guillemets ethniques, notamment en opposant les Shoah. Je vais vous poser une question. À Kousséri, sont pas les Kanouris, qui sont. Non, c'est un autre groupe. Je ne sais plus. En tout cas, Paul Biya a joué d'une opposition entre Shoah et qui renvoyait à des conflits de terroirs très très anciens. Vous avez un autre élément qui est important, c'est que l'islam dans le nord du Cameroun a toujours été, il a été socialement et politiquement dominant, mais démographiquement minoritaire. Et la masse de la population était entre guillemets païenne, et vous aviez deux voies d'ascension sociale. La première, c'était la conversion à l'islam, et Amadou Ahidjo lui-même était d'origine païenne, mais a pu faire l'école du blanc parce qu'il s'était converti ou que sa mère s'était convertie à l'islam. Et puis, vous aviez une autre voie qui était les missions chrétiennes, qui ont été quand même très contrôlées à l'époque d'Ahidjo, non pas pour des raisons religieuses, mais parce qu'Ahidjo ne voulait pas de cette émancipation d'une élite païenne, donc il était dans son système de dosage assez habile, mais politiquement assez pervers. Mais quand Biya est arrivé au pouvoir, les missions chrétiennes ont eu la bride sur le cou et ont fourni une voie d'ascension sociale pour nombre de païens. Et progressivement, le christianisme est monté en puissance, y compris dans sa variante pentecôtiste, avec tout ce que cela peut potentiellement représenter de conflit avec le fondamentalisme, c'est-à-dire le salafisme islamique. Bon. Il faut être très prudent parce que, par exemple, à Ngaoundéré, qui est dans le sud du Nord-Cameroun, si je puis dire, vous avez beaucoup d'églises pentecôtistes, mais vous n'avez aucune tension avec l'islam, et vous ne retrouvez pas cette logique d'inimitié complémentaire entre pentecôtistes et salafistes que vous avez dans le nord du Nigeria. Donc il faut être très prudent. Mais il y a pu avoir un sentiment d'insécurité religieuse dans le nord du Cameroun, qui a pu déstabiliser l'équilibre très, très compliqué de cette région, qui est une marqueterie, entre guillemets, ethnique. Bon. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est le comportement de l'armée camerounaise, qui n'a d'égal que celui de l'armée nigériane. Et vous avez quand même ces vidéos très, très brutales, très choquantes, où on voit des militaires camerounais exécuter froidement une femme avec son enfant, ou des femmes, même je ne me souviens plus très bien de la vidéo, qui est insoutenable à voir, avec leur nourrisson ou leur petit enfant dans le dos. Hein. Et vous avez un phénomène extrêmement compliqué, si vous voulez, également de groupements d'autodéfense. Et vous le savez, ce genre de violence, c'est aussi la manière de régler des conflits fonciers purement locaux. Donc si vous avez envie de vous accaparer le champ de votre voisin, il suffit d'aller à la gendarmerie en disant « il a reçu des gens de Boko Haram la nuit ». Et puis l'histoire est réglée. Et Boko Haram recrute aussi dans les interstices de ce genre de conflit. Tant et si bien que la situation a effectivement dégénéré dans le nord du Cameroun, et ce qui est très préoccupant, c'est cette symétrie pour la stabilité du pays, au moment où l'inamovible président Biya devrait quand même être rappelé par Dieu. Il est quand même très âgé aujourd'hui. Et vous avez malheureusement la symétrie qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est ce qui se passe dans le Cameroun anglophone, notamment dans le nord-ouest du Cameroun anglophone, où les mêmes errements politiques
sans l'ingrédient islamique, débouche sur la même situation, c'est-à-dire une situation de violence sociale, politique, incontrôlée, aux mains, dans le Cameroun anglophone, de mouvements armés qui sont un petit peu la symétrie non musulmane de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon analyse. N'hésitez pas à la nuancer ou à la critiquer si vous ne vous y reconnaissez pas. Mais... Nous avons une autre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de cette conférence qui est aussi intéressante. Comme madame l'a dit, moi j'ai aussi comme Afrique, en Somalie, ce problème de violence, d'extrémisme, ça me concerne aussi. Moi j'ai une question concernant le Sahel. Est-ce que vous pensez que l'assassinat du colonel Kadhafi a encouragé pour déstabiliser ces régions? Ça, c'est mon première question. Et la deuxième question, comme j'ai compris une partie de votre conférence, toutes ces violences, quand même, la racine, on voit une injustice sociale. Et cette injustice sociale, une partie, ça vient d'un dictateur africain qui a le soutien de le monde occidental, parce que ça arrange. Voilà. Comment on peut sortir de cette spirale? Alors, sur la première question que vous m'avez posée, l'intervention franco-britannique et accessoirement américaine en Libye a été une catastrophe complète. Et ça a été une des décisions les plus funestes de l'un des pires présidents français que nous ayons eu du point de vue de la politique étrangère. Sarkozy a été un très très mauvais président de la République sur le plan de sa politique étrangère, il faut quand même le dire. Et même son prétendu succès en Géorgie a été très très mal conduit et concrètement a été une manière de légitimer l'annexion d'une partie de la Géorgie par la Russie. Bon, donc, je crois que là aussi, il faut regarder les choses en face. L'intervention de la France en Libye est incompréhensible. Et alors évidemment, il y a des hypothèses qui courent. Moi, je ne suis pas détective, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas policier, donc je ne sais pas si la piste du financement libyen, ou alors s'il s'agissait simplement pour Sarkozy de faire oublier sa politique complètement erratique en Tunisie quelques semaines auparavant. Mais toujours est-il que cette politique a été insensée. Insensé pourquoi? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Kadhafi avait en partie, dans sa garde rapprochée, des combattants touaregs, et que, comme je le disais tout à l'heure, les Français donc, ont dit aux combattants touaregs « partez », parce que sinon, on vous assure le saut. Donc, en soi, ça a vraiment provoqué dans l'immédiat cette crise malienne. Mais ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que les Français n'ont jamais compris que Kadhafi, dans le style certes très particulier qui était le sien, était un facteur de stabilisation de l'Ouest africain et même du centre africain. Je pense à la République centrafricaine et au Tchad. Alors évidemment, il a fait beaucoup entre guillemets de bêtises, et je ne veux pas, c'est pas parce qu'il est mort qu'on doit lui tresser le transformer en saint ou en grand génie de la politique. Bon, mais ce qu'il faut voir, c'est que Kadhafi, c'était beaucoup d'argent. Et c'était beaucoup d'argent qu'il déversait sur l'Afrique de l'Ouest. Et Kadhafi a fait énormément d'investissements dans l'agro-industrie, dans l'hôtellerie, dans le foncier, etc., dans des pays qui en ont cruellement besoin, comme le Mali, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, etc. Donc vous aviez une présence libyenne dont les Français s'offusquaient ou s'inquiétaient,
Mais alors, ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Je suis français, hein, donc je peux m'exprimer très directement sur le sujet. Je suis tout à fait fasciné par la façon dont les hommes politiques et les diplomates français parlent de la présence française et des ingérences étrangères. Donc, par exemple, le français est présent au Liban, mais l'Iran s'ingère au Liban. Nonobstant le fait que le clergé iranien est en osmose avec le clergé libanais. Je ne parle même pas du Hezbollah, je parle du clergé. Bon. Khatami, Khomeini sont liés par des mariages au clergé chiite libanais. Bon. Non, mais ils s'ingèrent, alors que les Français sont présents. Et les Français sont présents en Afrique de l'Ouest et Kadhafi s'ingérait. C'est quand même extraordinaire. Vous avez un pays comme la Libye, qui, comme tous les pays, a des voisins, et n'importe quel pays a une politique régionale. Donc je ne vois pas très bien pourquoi la Libye n'aurait pas eu une politique servant ses intérêts propres. Enfin, quel est l'État, en tout cas ce n'est pas la France, qui renonce à ses intérêts nationaux? Bon, donc oui, la Libye était présente. Et par sa présence, parfois désordonnée, mais économiquement et financièrement conséquente, la Libye contribuait à une certaine stabilisation. Et puis vous aviez aussi un autre effet extrêmement important, c'était les remises, les remittances, les envois d'argent par les émigrés, qui étaient très très nombreux dans cette économie relativement prospère de la Libye. Et du jour au lendemain, tout cela s'est effondré. Et ça a été un facteur de déstabilisation extraordinaire, sans compter que ça a créé la question, le problème, entre guillemets, de l'immigration. Parce que, évidemment, vous avez des Africains qui voulaient aller en Europe, mais pour les Africains de Libye, sortir de Libye, c'est une question de vie et de mort. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés en Libye comme travailleurs immigrés sur un agenda économique, se sont retrouvés pris dans une situation qui a été créée par les Français, en grande partie, et se sont retrouvés comme des réfugiés politiques, refoulés néanmoins par l'Europe. Bon. Donc ça a été un énorme cataclysme dont nous payons encore les conséquences et dont nous payerons les conséquences pour des décennies. Il faut voir les choses en face. Donc je n'aurai pas de propos suffisamment sévères pour qualifier la politique de la France dans ces régions, dont c'était vraiment si je devais faire un cours de politique étrangère, c'est un cas de figure, le cas de figure de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je suis d'accord avec vous, la grande sottise de cette lutte contre le terrorisme islamique international, c'est de donner une légitimité et une crédibilité à des acteurs qui, encore une fois, ne sont pas forcément sympathiques, mais qui sont des acteurs rationnels, qui ont un agenda politique, ce ne sont pas des fous de Dieu, comme on dit, ce sont des gens... Ben Laden avait un objectif politique très clair, c'était de chasser les Américains d'Arabie Saoudite. Et c'était un objectif qui était peut-être religieux, mais qui était également nationaliste, et qui était un objectif aussi politique de renversement, disons-le, de la monarchie saoudienne. Bon, on peut être pour ou contre, mais en tout cas c'est rationnel. Donc vous avez des acteurs rationnels, et vous leur donnez un discours, une opportunité de légitimation formidable. À un moment où le nationalisme arabe, par exemple, ou même d'une certaine manière le panafricanisme, tout ça est un peu en panne idéologiquement. On voit très bien, par exemple, en Palestine, comment le Hamas a récupéré sur un répertoire djihadiste
la cause nationaliste palestinienne du fait de la compromission de l'OLP avec l'occupant israélien. Bon. Donc là, on donne à des gens qui sont quand même très isolés, qui n'ont jamais représenté une menace au sens stratégique du terme, c'est-à-dire une menace existentielle sur la France, par exemple. Sarkozy, en 2008, quand il parle de cet arc de crise qui va de l'Afghanistan en Mauritanie, fournit une espèce de visibilité formidable. Vous êtes un petit groupe combattant dans le nord du Mali, et tout d'un coup, vous avez le président de la France, l'ancienne puissance coloniale, qui vient vous dire « Vous êtes notre principal ennemi ». C'est formidable comme opportunité. Et donc, je pense que l'interventionnisme occidental légitime la cause djihadiste, qui autrement se heurterait à beaucoup de réticences de la part de musulmans, qui, comme n'importe quel bipède, ils regardent quand même à deux fois avant de couper la tête d'autrui. Bon, donc là, tout d'un coup, on a une violence qui est une violence supposée être de Dieu, et de manière évidente, qui est une violence anti-impérialiste. Bon. Et puis, bien entendu, vous avez les effets collatéraux de l'intervention, des interventions militaires, c'est-à-dire tous ces civils qui meurent du fait des frappes, des erreurs, etc. Bon, donc tous les morts systémiques, hein, parce que, bon, oui, effectivement, peut-être que Israël ne veut pas tuer des civils palestiniens, mais quand vous bombardez Gaza, vu la densité humaine, il y a des morts systémiques, des morts civiles systémiques. De la même manière, comme vous bombardez, c'est un problème mécanique, c'est-à-dire que je connais suffisamment les militaires français pour savoir qu'ils prennent le plus grand soin, c'était peut-être pas le cas au moment de la guerre d'Algérie, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans le logiciel, dans le savoir-faire, si je puis dire, des militaires français, que d'éviter les morts civiles. Et vous avez toute une série de protocoles, etc. Bon, même si vous êtes animé, entre guillemets, des meilleures intentions du monde sur ce plan, il n'empêche que la bavure est mécaniquement inévitable. Et c'est bien entendu ce qui s'est passé avec ce bombardement d'un mariage. Et vous voyez bien le délire absolu. La preuve qu'il y avait des djihadistes, c'est qu'il y avait des motos. Bon, parce qu'effectivement, l'utilisation des motos a été criminalisée parce que c'est effectivement la cavalerie légère des djihadistes. Mais la moto, c'est comme si vous supprimez le train en Suisse. Le pays s'asphyxie. La moto, c'est le moyen de transport de base et les gens sont forcés d'utiliser des motos. Donc voilà, on est dans une logique qui est insensée. Et je pense que les djihadistes l'ont parfaitement compris parce que la moindre intervention, je veux dire la moindre opération militaire coûte un argent fou. Donc vous avez en face des guérilleros, comme on les appelait dans ma génération, parce que c'est ça, ce sont des guérilleros, qui ont des kalachnikovs, qui connaissent parfaitement le terrain, à qui la guerre ne coûte pas grand-chose et même elle leur rapporte. Et en face, vous avez une armée qui d'une certaine manière est sous-équipée, parce que l'armée française est exsangue, enfin, son matériel, du fait des restrictions budgétaires, est usé jusqu'à la corde, mais vous ne pouvez pas engager l'armée française sans immédiatement faire voler des rafales, des drones, des moyens hyper sophistiqués, pourquoi pas un petit coup de satellite pour napper le tout. La moindre opération militaire coûte un argent dingue, pour parler comme le président Macron. Cet argent-là, il y a un moment où la France ne pourra pas le payer. Et les djihadistes ont très bien compris qu'en dehors même de la rationalité de terroir de ces conflits, de la dimension agraire de ces conflits, qui fait que leur extension s'effectue tout naturellement, stratégiquement pour eux c'est formidable parce que progressivement l'espace de la zone de combat s'agrandit, alors que les moyens militaires français s'amenuisent financièrement et puis même humainement.
parce que la France n'a pas les moyens militaires, humains, de déployer plus de 3 000 à 4 000 hommes à l'extérieur. Et si vous ajoutez tous les conflits dans lesquels elle est engagée, avec aujourd'hui la tentation d'intervenir au Mozambique pour sanctuariser l'exploitation de Total, vous voyez bien que les djihadistes ont le temps pour eux, tout comme les talibans l'avaient en Afghanistan. Donc il n'y a pas de solution militaire, et la seule solution, vous l'avez soulevé, c'est les négociations. Je n'ai pas connu directement cette époque quand même, mais enfin je sais qu'historiquement, la France traitait les nationalistes algériens de terroristes. Il y a bien un moment où, pas très loin d'ici, la France a dû se mettre à la même table de négociation que les terroristes, et je pense qu'il en sera d'une manière ou d'une autre dans le Sahel, comme il en a été en Algérie et comme il en a été en Afghanistan. Les Américains, au bout d'un moment, ont dû mettre les pouces et négocier avec les talibans. Et cette négociation, c'est plutôt une fuite éperdue qu'une négociation en bonne et due forme. Les talibans n'ont rien lâché. Voilà, ces propos peut-être pas très encourageants. Merci infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie de votre accueil. Comme on dit, Inch'Allah, je l'espère. Je voudrais peut-être en mots de conclusion, naturellement, vous remercier, mais vous incitez à la prudence, y compris par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on est contraint par le temps, même quand on dépasse les limites de temps qui vous ont été imparties, donc on est forcé d'aller au-delà de ce que l'on sait, de ce que l'on croit comprendre. Donc j'espère ne pas avoir dit de sottises, mais en tout cas prenez tout ce que j'ai dit avec une certaine prudence. J'ai essayé effectivement de renouveler un petit peu les questionnements, mais comme on dit, ce n'est ni parole d'évangile, ni parole de Coran. Donc prudence, je crois qu'il faut avoir une très très grande humilité par rapport à des sociétés qu'on connaît mal, et en tout cas que moi je ne prétends pas connaître. Simplement la différence entre certains et moi, c'est que je sais pas grand-chose, alors que d'autres apparemment savent beaucoup de choses. Bon. C'est l'avantage du chercheur par rapport à d'autres professions. Bon. Et puis, un dernier mot, les sciences sociales n'ont évidemment pas le monopole de la compréhension du social, et je vous encourage à lire un livre formidable dont le titre, qui a été traduit en français, mais qui a été écrit en anglais, je crois, dont le titre est « Né un mardi ». Malheureusement, j'ai oublié le nom de l'auteur nigérian, mais vous trouverez ça très facilement, Né un mardi. C'est un roman, c'était publié en français, si mes souvenirs sont bons, chez Métallier. Mais vous vérifierez là aussi l'éditeur, et puis je peux vous envoyer, enfin vous pouvez m'écrire, je vous enverrai la référence exacte. C'est un roman superbe. Il est écrit par un journaliste nigérian qui faisait des reportages sur Boko Haram et qui a rencontré ou un ancien combattant, peut-être un jeune de 22 ans. Et donc il a recueilli son témoignage, et à partir de ce témoignage, il en a fait un roman qui est un très 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 beau roman. Et je crois que ce roman vaut n'importe quelle conférence d'un politiste qui ne sait pas trop ce qu'il est. Donc je vous encourage à le lire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre accueil.